Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Le storytelling est une technique de narration utilisée depuis des millénaires pour transmettre des savoirs et des valeurs. Aujourd'hui, il s'impose comme un outil puissant en formation, bien qu'il soit encore trop souvent sous-exploité. Alors comment le storytelling peut-il devenir un levier pédagogique incontournable ? Quelles sont les techniques à mettre en œuvre pour captiver et engager les apprenants tout au long de leur parcours ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia Fly-Sainte-Marie, experte en ingénierie pédagogique et fondatrice de Let's Mind. Laetitia vient de publier son livre « Le storytelling pour la formation » disponible aux éditions Click, où elle partage ses connaissances et ses conseils pour intégrer efficacement le storytelling dans les dispositifs de formation. Durant cet épisode, nous explorerons les grands principes du storytelling, ses apports en termes d'attention, de mémorisation et de structuration de la pensée. Laetitia nous expliquera également comment concevoir des parcours de formation en utilisant différents types de storytelling et comment cette approche peut transformer les capacités des apprenants en compétences opérationnelles. Bonjour Laetitia. Bonjour Gérard, merci beaucoup pour cette invitation. Avec un très très grand plaisir. Alors, avant de parler de ton livre, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours dans les grandes lignes ? Avec plaisir. Alors, dans les grandes lignes, bien sûr, puisque j'ai passé des diplômes qui n'existent plus. Donc, mais pour faire court, je suis une commerciale qui est tombée dans l'univers de la formation complètement par hasard, comme beaucoup d'ailleurs, mais pas vraiment par la voie de la formation, parce que j'ai été formée en ingénierie de formation tout de suite. Et après, je suis devenue formatrice en technique commerciale. De là, j'ai évolué dans ce monde, bien sûr, dans le monde de la formation, en étant formatrice, directrice pédagogique, directrice des études dans l'enseignement supérieur. Et j'ai créé Let's Mind il y a 11 ans, effectivement. Mais mon vrai métier, c'est ingénieur formation et formatrice. Alors, je voulais rappeler d'ailleurs que Let's Mind, c'est aussi un très très bon podcast que moi je prends beaucoup de plaisir à écouter. Merci beaucoup. J'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y ait pas plus d'épisodes. Je conseille vraiment à nos éditeurs de faire Let's Mind et d'aller sur Spotify, Apple Podcasts. Alors Google Podcasts n'existe plus, mais sur tous les autres, tu es présente. Pour rentrer donc dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer ce qu'est le storytelling pédagogique ? C'est une très bonne question. Le storytelling pédagogique, c'est une technique pédagogique qui peut fonctionner sur toute modalité ou sur toute méthode pédagogique. C'est vraiment d'avoir une histoire qui soit présente en totalité dans la formation et que ce soit la même histoire. Parce que les formateurs, on a tous l'habitude d'avoir des anecdotes, de raconter des expériences forcément pour donner du sens. Là, le storytelling, c'est une histoire qui entoure les apports pédagogiques et qui sert, si on veut, de fil rouge à l'ensemble de la formation. Alors, pourquoi le storytelling est-il si efficace en formation ? Déjà, la première chose, mais en dehors de la formation, mais ça contribue forcément, c'est que tout le monde adore les histoires. Dès qu'on commence avec « Il était une fois », le cerveau part sur de la projection, imagine des choses et on construit son univers. Donc c'est très important puisque dans la formation, l'idée de croiser ces deux univers, alors c'est pas de moi, hein, je n'ai rien inventé là-dessus, hein, c'était déjà présent avant et surtout dans beaucoup d'écrits aux États-Unis et au Canada, beaucoup moins en France effectivement. Mais en fait c'est ça, c'est le fait que on a envie forcément d'aller plus loin puisqu'on est dans une histoire et on a envie déjà de savoir ce qui va se passer. Donc la pédagogie, on est en train d'apporter un certain nombre d'apports théoriques, quel que soit le niveau de complexité, ça permet de donner du sens immédiatement. Et puis en plus, ça donne envie parce qu'il y a un petit côté, j'ai envie d'en savoir plus. Donc c'est déjà des premiers éléments, mais il y en a plein d'autres. Ce qui est génial, c'est que le storytelling, ça permet justement de pouvoir aller chercher de l'engagement chez les apprenants qu'on n'aurait peut-être pas avec une seule technique. Il va mobiliser l'attention. Forcément, il y a une histoire, je suis déjà beaucoup plus attentif, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Il va créer de l'émotion.
Bah oui, parce que dans une histoire, normalement, si on l'écrit correctement, il y a de l'émotion et puis il y a de la tension et on a envie d'en savoir plus. Donc, je vais continuer mes modules de formation, mes chapitres au fur et à mesure. Et puis, il y a d'autres choses, parce que ça, instinctivement, on l'imagine bien, mais il y a d'autres choses, en fait, que le storytelling nous montre dans des recherches scientifiques qui ont été faites. Par exemple, la faculté de projection. Quand on finit une formation, bien, il faut qu'on ait suffisamment confiance en soi et en ses acquis pour essayer de transformer les capacités en compétences. Eh bien, le storytelling, c'est ce qui va permettre de faire. On va imaginer déjà qu'on est en train de vivre la vie du personnage ou autre chose et qu'on se projette dans son imaginaire sur la façon de faire les choses et donc de mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment une zone de confiance. On la retrouve dans les films, hein. On l'a souvent, par exemple avec Hunger Games, les premiers épisodes. Il y a eu X filles et femmes qui sont inscrites à faire du tir à l'arc. Voilà, ça donne envie d'eux, mais là, on l'utilise pour la formation. D'accord. Et enfin, peut-être un petit dernier point, c'est aussi le fait que ça structure la pensée. On reviendra derrière probablement sur cette question, le fait que l'histoire structure la pensée. Exactement, on va le revoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une histoire qui va favoriser l'apprentissage? Quels sont les éléments clés qui font que l'histoire va être captivante pour les apprenants? On utilise vraiment les techniques scénaristiques. Ce qui est vraiment génial dans notre métier, que ce soit dans la pédagogie ou dans l'andragogie, c'est qu'on n'est pas obligé d'être uniquement centré sur notre univers. On l'a déjà vu avec les neurosciences cognitives dédiées à l'apprentissage, certes, mais avec tout le reste, avec le podcast d'Anne-Marie, par exemple, sur le marketing ou autre, ou Lucie, l'IA, etc., c'est qu'on peut aller chercher des informations sur d'autres univers. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, en fait, on va aller chercher ce qui fonctionne ailleurs, et donc dans l'écriture de fiction ou dans l'écriture de romans. Un roman, ça peut très bien fonctionner, ou le cinéma, les scénarios, les séries, un engouement quand même très important pour les séries, autant s'en servir pour la formation. Donc en fait, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle l'arche narrative ou le schéma narratif, c'est la même chose. On part d'une situation initiale qui est portée par un personnage principal auquel il va arriver des péripéties. Si je fais très court, c'est vraiment ça. Il va lui arriver tout un tas de choses. Et ces tas de choses, ça va nous permettre de l'aider à aller au-delà par des apports théoriques ou différents types d'apports, en tout cas pédagogiques, jusqu'à une situation finale, la résolution d'un problème, etc., ce qu'on appelle dans le cinéma le climax, mais au-delà, sur la résolution vraiment, où ce personnage, il va avoir une situation finale différente, il va évoluer, il va changer de posture, il va acquérir des nouvelles compétences, etc. En formation, ça nous sert tellement bien parce que c'est vraiment ce qu'on a. On a un stagiaire qui arrive, enfin un apprenant ou un stagiaire qui commence avec ce qu'il est, une situation initiale, à laquelle on souhaite l'amener à une situation finale différente. Donc c'est vraiment ça qui est un apport positif aussi du storytelling et qui favorise l'apprentissage. Je voulais rebondir sur les deux personnes que tu as citées, donc qui sont Lucy Dorn, qui a fait effectivement un superbe ouvrage que tu cites d'ailleurs dans ton livre, Tout à fait. qui est l'IA pour la formation, je crois, le titre. Parce que ça peut aider, oui. Ouais, ça peut aider. On le retrouve dans ton livre. Et puis Anne-Marie Cuinier, donc sur le marketing de la formation. Deux ouvrages d'ailleurs dont on a interviewé les autrices comme toi. On a fait des épisodes assez récemment. On en profite pour les saluer. Également, oui. Oui, je sais que tu les connais bien. C'est un petit univers, la formation. C'est un petit univers, effectivement. Alors, la durée de l'attention, elle est très courte. Elle a même d'ailleurs, je crois, tendance à baisser. Tu vas certainement nous le confirmer. Alors, tu nous l'as un tout petit peu décrit, mais je voudrais que tu le creuses un petit peu plus. Comment le storytelling peut-il aider à maintenir l'attention des apprenants tout au long de la formation? C'est quoi les ressorts? Alors en fait, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent parce que c'est une vraie problématique et qui est un des premiers piliers de l'apprentissage. Sans ça, il n'y a rien. C'est comment faire pour mobiliser l'attention, avoir une attention soutenue et mobilisée chez les apprenants. Alors en formation en synchrone, on va dire que le formateur peut aider, mais dès qu'on passe en e-learning, on va essayer de trouver d'autres techniques ou d'autres choses pour faciliter effectivement cette attention parce que la personne est seule devant un écran. Et c'est pour ça aussi que le storytelling, le fait de raconter une histoire, ça va déjà prendre tout son sens, comme je l'ai dit, parce qu'une histoire déjà, on a vraiment envie d'en savoir plus, on peut très vite s'attacher au personnage, c'est pour ça que nous on prône quand même le storytelling réel par rapport au storytelling fictif qui est un personnage imaginaire ou des mondes imaginaires qui peut avoir effectivement toute son utilité, mais quand on vise la compétence dans un milieu professionnel, on va aller vraiment sur du storytelling réel pour favoriser la projection et la mise en œuvre. Mais justement, c'est cette projection dans un univers narratif avec un personnage qui va vivre un certain nombre de choses, où on va inclure de la tension. Alors, c'est l'attention, mais c'est aussi justement un des facteurs, c'est de la
tension. Donc, on va vraiment avoir envie d'en savoir plus. Un peu comme lorsqu'on coupe un épisode à la fin, on se dit, on reste sur Netflix pendant 3 heures en se disant, je vais en savoir plus, ce qu'on appelle un cliffhanger. Mais on va essayer de faire la même chose pour que l'apprenant, il ait envie à chaque fois d'aller plus loin ou d'en savoir plus. Bien sûr, il faut qu'on suive aussi le rythme pédagogique de l'apprentissage. Donc, des fois, on s'arrêtera parce que le but, c'est pas qu'il regarde tout un e-learning en 3 heures et bien entendu. Mais en tout cas, ça va aider. Ensuite, on va effectivement essayer de mobiliser l'attention par des interactions. Il y a des choses un tout petit peu différentes dans le storytelling et en dehors de la fiction. C'est que le storytelling doit servir une portée pédagogique, en fait. Il doit vraiment servir ce type d'intérêt. Donc, derrière, on va essayer de mobiliser cette attention sur des points précis en s'adressant aux stagiaires et à l'apprenant. Donc, on a un personnage qui existe peu en fiction, qu'on appelle le narrateur, qui peut être un formateur, qui peut même être le personnage principal quelquefois, qui va s'adresser directement aux stagiaires. Et quand il va s'adresser directement à l'apprenant, bien tout de suite, ça va mobiliser son attention. Alors après, sur l'attention et les degrés d'attention et la capacité d'attention, les neurosciences cognitives nous disent dernièrement qu'il n'y a pas trop de différence. On a tous à peu près la même capacité d'attention, quelle que soit la génération aussi. Toutefois, c'est la motivation à vouloir garder son attention mobilisée sur quelque chose qui a changé. Donc effectivement, l'histoire va aider à mobiliser cette attention et à lui dire, voilà, tout ce qu'on va te faire, ça va être pour apporter des apports théoriques. C'est pour ça aussi qu'on commence par l'histoire, qu'on met des apports derrière et qu'on finit par l'histoire toujours une scène ou un chapitre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de storytelling appliqué à un parcours de formation, en sachant que pour nos auditeurs, dans le livre, tu racontes une histoire en fait, qui te sert de fil rouge en fait. Oui, j'en raconte deux. Un cas que j'ai créé pour le livre, et puis un autre effectivement où j'ai demandé à une cliente partenaire qu'on a accompagnée si elle voulait bien justement se prêter au jeu et livrer son témoignage, parce que c'est important de se dire ok, ce qu'on fait, ça a l'air sympa, ça a l'air bien, très bien, mais à quoi ça sert véritablement. Alors je peux vous citer un exemple qui est assez significatif parce que ça touche un public cible. Déjà, on n'aurait peut-être pas idée de le faire pour ça. Ça peut en toucher beaucoup, ça c'est certain. Même si tout n'est pas forcément storytelling. La technique n'est pas obligatoire dans toute formation. Mais là, dans ce cas, donc c'est un tout petit organisme de formation à Toulouse qui il forme tous les personnels des EHPAD, en fait, dans l'accompagnement EHPAD et fin de vie, dont les infirmiers et infirmières, donc les IDE, infirmiers et infirmiers diplômés d'État. Donc, qui ont déjà leur diplôme d'infirmier. Ils peuvent prendre une fonction qui s'appelle coordinateur ou coordinatrice infirmier diplômé d'État, c'est-à-dire qu'ils vont manager, coordonner et s'occuper des infirmiers et des infirmières sur une partie administrative, management, etc. Ce qu'on appelle l'IDEC, IDEC. Et cette formation, elle n'existait qu'en présentiel quand ils sont venus nous voir. Tout le monde était assez ravi de cette formation. Elle était en présentiel sans storytelling. Formation assez classique qui marchait bien, sauf que il y avait plusieurs problématiques. La première, c'est que le Covid est passé par là, certes. Le deuxième, c'est que les infirmiers et infirmières, même s'ils aiment le temps de présentiel ou de synchrone pour partager, ils n'ont que très très peu de temps en formation, donc c'était très compliqué d'avoir une assiduité en continu. Et puis au-delà, il fallait peut-être toucher aussi d'autres territoires que leur territoire géographique. Donc, ils sont venus vers nous et on a décidé effectivement, donc déjà, ils avaient le projet de la passer en 100% e-learning avec 4 temps de visio derrière, avec un expert pour répondre à des questions, et on leur a proposé le storytelling. Donc, en fait, c'est vraiment ça. On a l'avis de Sylvie, qui est une infirmière diplômée d'État dans l'EHPAD de la Clé des Champs, et ça fait 15 ans qu'elle est dans cette EHPAD. Ça fait plusieurs fois qu'elle soumet une demande pour devenir IDEC, et là, le directeur de l'EHPAD vient la voir en lui disant c'est bon, vous avez le poste. Sauf que Sylvie est super, très très contente, forcément, mais d'un seul coup, elle se dit ok, mais en fait, je vois à peu près ce que c'est, mais finalement, ça m'engage à quoi? Et la première des choses que va lui dire le directeur, ce qui est souvent le cas, parce que le but, c'est d'être dans le réel, d'être vraiment confronté à leur vie, c'est de lui dire en fait, du coup, Sylvie, vu que Martine, qui était là avant, vient juste de partir du jour au lendemain, elle a été en arrêt, etc., tu vas prendre la relève, vous allez prendre la relève, mais en plus de ça, il y a les plannings à faire pour demain. Donc, ils ont toute cette partie de gestion de planning. Donc forcément, Sylvie, elle est pas super bien, mais elle va faire les plannings. Donc on donne un exercice, des apports théoriques, etc. Et un exercice d'application pour faire le planning. Et bien sûr, on a créé des petits pièges parce que c'était l'objectif d'avoir cette montée en tension. Donc Sylvie fait les plannings et forcément, ils lui tombent tous dessus en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en repos. T'as pas pris mon système de compensation. Moi, j'avais dit plusieurs fois que j'ai posé tel congé. Et ça tombe très très bien parce que le module suivant, c'est un module de gestion de conflit. Donc voilà, on va avancer comme ça. Et ensuite, il y a un module d'animation de réunion parce qu'elle va confronter tout le monde et puis elle va, voilà. Donc vous voyez, on va créer l'histoire en fonction des apports qu'il va y avoir. Et cette formation,
cartonne. Elles sont ravies. Les infirmières nous répondent, c'est principalement des infirmières, en tout cas ce que nous a dit notre client, on a fait le suivi il y a pas longtemps, qu'elles finissent déjà tout, forcément, forcément ou pas, mais en tout cas que lui avait très peur que ce soit pas le cas, et qu'au-delà, les remontées, c'est qu'elles veulent connaître la vie de Sylvie et savoir ce qui va lui arriver. Et c'était assez conforme à la réalité. C'est génial. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de mémorisation, d'attention. Comment finalement le storytelling, il va favoriser la mémorisation des contenus? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus facilement finalement s'en souvenir? Alors, c'est parce qu'on va activer un des principes clés de la mémorisation, même s'il y en a d'autres dans les piliers de l'apprentissage, c'est certain, mais quand même celui de l'émotion. C'est l'émotion qui fixe la connaissance quand on se souvient, entre autres, d'un certain nombre de choses. C'est pas une idée qui flotte dans l'air ou quoi que ce soit, c'est la situation dans laquelle on l'a vécue et le contexte et l'émotion qu'on a ressenti. Donc, ce qui est assez intéressant avec le storytelling, c'est qu'on va pouvoir justement favoriser cette émotion à travers une histoire, faire ressentir des choses justement qu'on n'aurait peut-être pas pu si on était sur une méthode pédagogique démonstrative de base où on aurait, j'ai rien contre la méthode démonstrative, c'est dans le cadre de notre exemple, expliquer quelque chose et ensuite donner un cas, ou un cas qui serait pas un fil rouge, on aurait Monsieur Pierre rencontre Madame machin, et voilà ce qui se passe pour l'entreprise X. Non, ça, on s'y attache pas en fait. On va vraiment faire une démonstration d'une problématique comme on a tous connu en maths ou autre. Le fait vraiment de ramener de l'émotion et d'avoir une continuité dans l'histoire, ça favorise énormément l'apprentissage parce qu'on va s'en souvenir de plusieurs façons, dont le souvenir lié lui-même à l'histoire en fait. Et quand même les formateurs, parce qu'on peut le faire sur des formations très longues, avec en multimodalité, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut le faire, avoir du e-learning ou pas, du présentiel, de la visio, du e-learning, etc., avec la même histoire. Les formateurs s'en servent aussi et jouent avec personnage après personnage en gardant le personnage principal pour favoriser cette émotion et surtout aussi rappeler un certain nombre de choses en disant « Ok, si on dit cette fameuse phrase, vous vous souvenez de ce qu'on a fait la dernière fois ?» Quand on est en formation longue, les 3/4 du temps, on sait très bien, le coefficient de rétention, il est pas énorme. On va dire oui, et même en toute bonne foi, les gens vont dire bah non, on n'a jamais vu ça, alors que en tant que formateur, on sait qu'on l'a fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que s'il remet dans le contexte et dit bon, est-ce que vous vous souvenez de ce que Sylvie, je reprends mon exemple, a vécu, ou rappelez-vous, Sylvie a rencontré un tel et il s'est passé quelque chose. Et là, on peut avoir des ah oui, je me souviens très bien. Et c'est l'histoire qui va amener en fait le souvenir. Donc ça va vraiment aider à fixer les connaissances. Après, il y a cette idée aussi de structuration de l'histoire qui est un élément extrêmement important qui a été découvert il y a quand même pas si longtemps dans des travaux justement sur la mémoire mais en lien avec le storytelling. C'est le fait que l'architecture d'une histoire qui est toujours montée de la même façon. Après, on l'écrit de la même façon, on peut la réaliser d'une façon différente et la monter d'une autre façon. On dit dans le cinéma par exemple qu'il y a 3 histoires. Il y a 3 films en fait. Il y a l'histoire du scénariste, l'histoire du réalisateur et l'histoire du monteur, qui peuvent être finalement 3 films complètement différents. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que le fait d'avoir une arche narrative avec une méthode à l'intérieur qui commence toujours de la même façon, il y a une situation initiale, il va y avoir un déclencheur. Ce déclencheur va changer la situation initiale et donc amener le personnage principal à réagir. Le fait qu'il réagisse va entraîner d'autres choses, qui va entraîner d'autres choses jusqu'au climax, c'est-à-dire le point le plus haut, au dénouement et à la situation finale. Le fait d'avoir ça et d'avoir des apports à l'intérieur pédagogiques, quel que soit le type d'apport pédagogique, ça a été vraiment démontré, ça permet aussi d'avoir cette complexité qui est finalement, dans une histoire, va être beaucoup plus simplifiée. Et on va mieux comprendre les choses parce que le découpage va être fait différemment. Donc ça aussi, c'est vraiment un effet qui est extrêmement intéressant et que j'ai découvert finalement assez récemment quand je me suis penchée sur l'écriture de ce livre. Parce que c'est bien joli de dire on va faire un livre et ça a l'air de marcher. Après, il faut savoir pourquoi ça marche. Mais je me suis dit, mais bien sûr, la structuration, mais bien sûr, parce qu'on voit les choses, ça arrive par petites touches au fur et à mesure jusqu'à un certain point et on a l'explication. Et donc, derrière, il y a tout le reste. Donc, on reste sur des processus purs d'ingénierie pédagogique et d'ingénierie de formation, mais on rajoute du storytelling pour permettre et faciliter cette mémorisation. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est une question que j'avais envie de te poser, que j'ai oublié lorsque tu t'es présenté. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Parce que c'est difficile, ça prend 1 an. Je sais que tu es très occupé. C'est quoi le déclencheur et la motivation ? C'est vrai que c'est un sacré exercice. Moi, je ne me considère pas comme auteur. C'est surtout de la prise de recul par rapport à ce que l'on fait. Je pense que dans nos métiers, il n'y a pas un jour sans qu'on se remette en question ou qu'on réfléchisse à nos propres pratiques. C'est très bien. Je suis ravie d'avoir des clients satisfaits ou de sortir de formation et de dire ouais, ça a eu l'air de leur plaire.
Alors déjà, ça mesure en aucun cas l'impact, certes, mais là, c'était la même chose. En fait, quand les éditions Click nous ont approchés avec qu'on connaissait déjà pour nous dire, bah tiens, ce serait sympa, qu'est-ce que t'en penses? Alors bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion puisque j'aime beaucoup écrire et je trouve l'exercice extrêmement intéressant. Mais toutefois, une fois que j'avais dit OK, Ouais. je me suis dit, oh mon Dieu, par quelle boule prendre? Et donc, on n'écrit pas un livre, on écrit X livres Ouais. parce qu'on est corrigé, il y a des apports. Les éditions Click, c'est des ingénieurs formation, hein, donc quand ils relisent, ils disent non, là, ça va pas du tout, quoi que ce soit. Donc, c'est extrêmement intéressant. Mais justement, c'est pour réfléchir à la méthodologie et aux pratiques qu'on a mis en place à l'intérieur et se dire, OK, mais finalement, je fais quoi? Quand je le fais, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on a amélioré? Ça fait longtemps qu'on le fait chez Let's Mind, qu'on essaye d'y réfléchir. C'est autre chose de se poser pour en tirer des concepts. Et de là, donc, on a été chercher dans les revues et les articles scientifiques. Alors, encore une fois, en France, il y a très, très peu de choses. Oui. On voit le storytelling plus comme une étude de cas, hein. Il y a peu de choses. Dans les pays anglo-saxons, on apprend à lire avec du storytelling. Ça fait partie prenante des apprentissages. Et il y a du storytelling et du storywriter qui sont utilisés même dans les process d'évaluation et c'est extrêmement intéressant. Donc, on a été potassé dans les études, dans énormément de choses. On est retourné dans la fiction, dans les romans. Je suis retournée dans tout ça pour réfléchir à qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. J'étais voir un ami qui est réalisateur et je lui dis alors, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, mais bien sûr que ça marche. Je me suis documentée sur vraiment énormément de choses. Je dis on parce que mon équipe m'a aidé à faire des recherches, à compiler des articles et à les trier aussi pour que ça aille un peu plus vite. Et une fois qu'on a tout ça, on se dit ok, quelle est la méthode qu'on met en place derrière et pourquoi on peut dire que ça fonctionne. Et là, on va mêler les mondes de l'ingénierie pédagogique et formation avec les techniques scénaristiques en fait, très clairement, qu'elles soient roman ou fiction. Merci. Alors, on va revenir sur les différents types de storytelling. Tu as dit, ça m'a marqué, que toi, tu étais plus partante pour le storytelling réel plutôt que le storytelling imaginaire. Première question, est-ce qu'il y en a d'autres? Et deuxième question, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de storytelling? C'est une très bonne question. Là, pour le coup, je me suis vraiment posée là-dessus en me disant, mais en fait, il y a X types de storytelling et dans notre métier, il est vrai qu'on prend souvent des partis pris pédagogiques, qu'on essaie d'argumenter, mais c'est un peu, voilà, on fonctionne plutôt comme ça. Et donc, je me suis demandé, très bien, mais qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de storytelling si on peut les mettre par type? Alors j'en ai trouvé 4, mais peut-être qu'il y en a d'autres et c'est tout à fait possible. Mais je les ai scindés comme ça. Déjà, j'ai scindé le réel de l'imaginaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que notre histoire est proche, très proche, le plus proche possible de la compétence à acquérir pour les stagiaires et de l'environnement dans lequel ils doivent l'acquérir? Ok. Je reprends mon cas de l'IDEC en EHPAD. Elle n'est pas en hôpital, notre persona, il est en EHPAD. Donc, c'est vraiment le public cible de cet organisme de formation. Et on va au plus près. Et des fois même, parce que des fois, on fait des petites scènes que l'on tourne en vidéo, hein. Là, c'était de l'illustration en production, mais des fois, c'est de la vidéo. Donc, on va sur les lieux, on va regarder comment les gens sont habillés. Même quand on fait de l'illustration, on essaie de coller au plus près pour faciliter la projection. Et je me suis dit, ouais, mais très bien. Mais en fait, en gamification, dans des serious games ou autres, on a souvent de l'histoire, hein, même tout le temps pratiquement, mais c'est du storytelling imaginaire. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi le faire et qu'est-ce que ça pourrait apporter? Donc, le storytelling réel, on voit bien, ça apporte le fait qu'on peut favoriser la projection, on est tout de suite dans l'univers et le persona va dire « c'est fait pour moi, l'histoire, c'est la mienne ». Ou en tout cas, elle est proche, elle est à 80, entre 80 et 100%. À l'inverse, une pièce a toujours deux côtés. À l'inverse, ça veut dire que je change d'environnement ou je modifie un peu mon personnage et mon personnage, du coup, là, dans ce cas, il va falloir que je réécrive l'histoire. Alors oui, ça c'est vrai, il faut le dire aussi, donc ça peut être un peu compliqué pour certains de se dire ah bah oui mais du coup si j'ai vraiment ça à chaque fois que je change quelque chose faut réécrire puisqu'on va être éloigné de la projection et l'apprenant risque de dire c'est pas pour moi. En fait ils font quelque chose mais non je me sens pas concerné donc ça on aurait un problème. Ça c'est un peu les avantages et les inconvénients du storytelling réel. Imaginaire bah vous les voyez bien j'imagine venir c'est que c'est un côté fun le fait que je sois Wonder Woman ou que j'aille chercher des pièces d'or au fin fond des cités d'or enfin j'extrapole et j'exagère bien sûr mais il y a ce petit côté jeu de je me détache de qui je suis pour aller vers autre chose qui peut être encore plus sympa, donc augmenter la dopamine, augmenter tout un tas de choses. Donc ça, c'est le côté vraiment positif. L'inconvénient, c'est que je peux être très très loin des apports pédagogiques et qu'à la fin, ce qui me reste, c'est l'histoire et pas ce que je dois retenir des contenus. D'accord. Donc voilà, ça c'est le première chose. Et ensuite, il y a deux autres types qui sont plus dans la réalisation.
c'est qu'on peut avoir un storytelling qui soit linéaire ou ce que j'appelle le storytelling passif par rapport au storytelling actif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que linéaire, c'est qu'on va étape 1, ensuite on va au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7 en tant qu'apprenant, on n'a pas le choix. C'est comme dans un film, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas, sauf cas exceptionnel, changer la fin. C'est comme ça, vous êtes guidé par une histoire qu'on a écrite. Et vous ne pouvez pas la changer. D'accord? Donc, l'avantage de ça, c'est que vous maîtrisez en tant qu'ingénieur pédago la totalité et que vous savez exactement où vous allez emmener le stagiaire. Le point négatif, c'est que ça peut manquer pour le stagiaire un peu de réflexion ou d'interactivité, en tout cas, ou de choix que je dois faire qui vont m'amener d'autres solutions, donc d'autres compétences ou un phénomène de métacognition que je pourrais rechercher. Voilà. Donc, ça, avantage et inconvénient. À l'opposé, il y a le storytelling actif qu'on a beaucoup dans les serious games. À chaque fois que je prends une décision, ça apporte quelque chose qui peut même aller jusqu'à un game over finalement. Donc ça, l'avantage, c'est que le stagiaire, effectivement, l'apprenant, il a envie. On est quand même généralement sur une forme de jeu. On a une histoire et que chaque décision m'apporte quelque chose. L'inconvénient, c'est que c'est quand même très long à construire. Enfin, c'est quand même là, ça devient très complexe parfois à construire. Il faut bien comprendre que les apports des fois doivent être tous identiques ou différents, mais qu'il faut lui donner en fait. C'est qu'à un moment, on peut pas être juste aussi là, le jeu pour le jeu. Il faut à chaque fois dire, ok, donc qu'est-ce qui nous reste? Là, vous êtes game over. On travaille sur l'erreur du coup. De ce fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Donc, ils sont tous bons, ces storytelling, mais ils sont peut-être pas tous adaptés à tous les personas, en fonction des compétences que je souhaite atteindre. Alors, tu me sers une transition magnifique. On l'a vu dans l'un des épisodes précédents, l'importance de définir le persona en formation. Est-ce que c'est également le cas pour le storytelling? A priori, oui, mais tu vas nous l'expliquer. Et comment on va s'y prendre? On part du principe que le storytelling est plutôt une technique pédagogique, donc il arrive bien après la construction du persona et des compétences. Et si on part du principe que former, c'est permettre à un persona, donc des stagiaires types, d'acquérir des compétences ciblées, et que notre métier, c'est de trouver la meilleure solution pédagogique pour permettre à ce persona d'acquérir ses compétences, le storytelling est une technique possible. Donc c'est à l'intérieur. Donc le persona, il est déjà défini avant. Là-dessus, on est maintenant tous d'accord, c'est qu'on écrit une formation pour un persona. On n'écrit pas de façon générale parce que sinon, personne s'identifie et c'est terminé en fait, ni en termes de compétences, ni en termes d'acquis, etc. On est vraiment dans l'andragogie, dans la formation professionnelle pour les adultes, donc on écrit pour un persona. Mais ce persona n'est pas forcément notre personnage principal. C'est là où ça devient intéressant, c'est que dans une histoire, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est absolument génial. Donc, on peut avoir, comme dans le cas que j'ai cité, Sylvie, c'est notre persona, donc ça allait très très bien. Et puis, si je prends un autre exemple que l'on a terminé pour une association qui intervient, donc là, c'est du blended, du e-learning et du présentiel pour des gendarmes sur les violences faites aux femmes. Là, effectivement, notre persona n'est pas notre personnage principal. Le persona, ce sont les gendarmes. Je schématise très très vite, même s'il y a plus d'infos dans le persona. Mais notre personnage principal, si on le laisse dans sa posture, ça changera rien en fait. L'objectif est somme toute un peu différent. Donc notre personnage principal, il y en a plusieurs d'ailleurs, sont les femmes violentées. D'accord. Et on est dans le regard des femmes violentées. Et là, l'histoire, vous voyez, prend un autre sens. Donc en fait, c'est ça. Le storytelling, ça va permettre de faire voir des choses, accepter des choses, comprendre des choses, avoir un autre point de vue, justement, comme lorsqu'on regarde un film, on se dit, non, j'y pensais pas, je savais pas, etc. Ça va permettre de découvrir d'autres choses aussi. Donc, c'est un plus, sans que ça prenne trop sur les apports pédagogiques. Est-ce que la génération cible, Laetitia, c'est un paramètre à prendre en compte dans le persona? Est-ce que l'on doit penser que le storytelling s'écrit de la même façon, quelles que soient les générations? Des deux côtés, qu'on soit sur les techniques scénaristiques ou sur la formation, la réponse est non. Oui, je sais plus, mais en tout cas, on écrit pour une génération. On écrit pour une génération. Oui, on écrit pour un persona qui est dans une génération. Tout simplement parce que il va y avoir probablement, même sûrement des voix off ou des dialogues ou autres, et on ne s'adresse pas aux générations de la même façon. C'est pas la même ligne éditoriale, c'est pas les mêmes cuts. On va faire des scènes peut-être plus courtes, on va s'adresser aux personnes différemment. Il y aura peut-être plus d'interactivité ou peut-être plus de jeux dans la génération Z, donc la Gen Z, on va essayer de mobiliser son attention de façon, et puis l'interactivité un peu plus peut-être qu'une génération X en fonction du contenu aussi, en fonction des compétences à atteindre. Ça va être extrêmement différent, mais en fonction des générations, non, on va pas du tout s'adresser de la même façon parce que déjà en e-learning, ça risque de ne pas être sur les mêmes supports, ordinateur, téléphone, et que au contraire, peut-être pour la Gen Z, on va favoriser sans que ce soit aussi un distracteur pédagogique, les différences
sens, avec des bandes son, avec du sound design un peu plus présent, avec peut-être des dialogues un peu plus présents, des personnages un peu plus marqués aussi, et des scènes plus courtes, un peu plus courtes, avec des gains, des récompenses. Voilà, on est en train de travailler un projet. Alors je peux pas trop en parler, mais c'est un peu ça, c'est un peu un GTA revu point de vue storytelling et apport pédagogique pour justement plus toucher cette génération, parce que la formation s'adresse à elle. Et les baby boomers, c'est encore très différent parce que les baby boomers, les 3/4 storytelling ou pas, ils s'en foutent, quoi. J'abuse un peu, mais voilà, certains vont dire, bah non, j'en ai pas besoin. Encore une fois, le storytelling n'est pas forcément présent dans tous les métiers et pour tous les personas. Vous êtes cuisinier, vous êtes chirurgien, il n'y a rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est l'info, la compétence, les ressources dédiées. Il n'y a pas de storytelling. Il faut vraiment voir si déjà le persona en a besoin ou pas. Ça sert à rien de faire quelque chose dont on n'a absolument pas besoin et qui va être très coûteux, voire desservir la formation. Merci pour ta réponse. Les bonnes pratiques pour intégrer le storytelling dans la conception pédagogique, quelles sont-elles? C'est un peu ce que je viens de dire. En fait, déjà, la première chose, c'est l'analyse de la demande. Et donc, la construction du persona et l'analyse de la demande par le commanditaire. D'accord. En fonction aussi de la formation, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est courte, est-ce que la personne ou l'équipe projet a les moyens d'intégrer du storytelling. Il faut pas se cacher, il y a une démarche et une méthodologie qui fait partie de l'ingénierie pédagogique et qui est forcément, on rajoute une couche, donc c'est un peu plus long. Ça, il faut inclure du jeu ou inclure d'une histoire, c'est plus long que de déposer des apports, c'est certain, même si les bénéfices sont plus grands. Mais c'est plus long et que souvent on nous dit vous auriez la même chose en format court. Bah non, il y a une méthode et il faut la faire. Donc c'est déjà l'analyse de la demande, l'écriture du persona, la formalisation des compétences. Encore une fois, nous on prône vraiment le fait que notre métier, c'est permettre mais je sais qu'on le partage complètement, hein, Gérard, c'est permettre à des personas d'acquérir des compétences et de trouver la meilleure solution pédagogique. Donc, à l'intérieur, quand on en est là, en tant qu'ingénieur à formation pédago, on va vraiment réfléchir à qu'est-ce que l'on met, quel est l'environnement en fonction aussi de la formation. Et ensuite, on écrit l'histoire, effectivement. Une fois qu'on a les compétences, les modalités, on sait ce qui est en visio, ce qui est en présentiel, etc. On va écrire l'histoire. On commence par l'histoire. Mais parce qu'on a déjà mappé l'ensemble des compétences, donc on va écrire l'histoire et c'est l'histoire qui va ordonner le déroulé pédagogique et non pas l'inverse. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'à la base, on part du principe qu'on a un déroulé pédagogique et qu'on va écrire une histoire qui doit coller absolument à notre déroulé pédagogique. Non, en fait, ça fait tout bouger. Comme quand on repense une formation du présentiel en e-learning, ça fait complètement tout bouger parce que finalement, on faisait les choses dans un certain ordre. Et là, par l'histoire, on va prendre un petit bout de ceci, un petit bout de cela, un petit bout de cela, etc. Et on va devoir synthétiser à un moment, on va devoir faire les choses un peu différemment. Donc c'est l'histoire qui est le fil conducteur, non pas les apports. Même si, à la fin, toutes les compétences sont acquises de la même façon. Donc, on écrit l'histoire et on intègre les contenus et les activités après. Et on reboucle sur l'histoire. Donc, c'est l'histoire vraiment le guide en tant que tel de la conception pédagogique dans ce cas-là. Et même dans l'évaluation. Même dans l'évaluation, on peut servir de l'histoire. Dans une question, on va revenir à l'évaluation, j'ai une question là-dessus. Juste avant, quels sont les conseils finalement que tu donnerais à un formateur qui souhaite débuter avec le storytelling? Alors déjà, acheter ton livre, qui est très bien fait. Ça sera un bon début. Alors oui, ouais, ça peut être une bonne aide. On espère en tout cas que c'est comme ça qu'il est perçu et reçu. C'est qu'il y a une méthodologie et que moi, quand j'ai besoin de faire une recette de cuisine, je suis une méthode en fait. Je suis très mauvaise cuisinière. Je vais regarder sur un site et je vais suivre ce qu'on me dit avec les ingrédients qu'on me dit. Si j'essaye par moi-même, je peux arriver à quelque chose, mais ça risque d'être très long, voire des fois pas supportable pour les convives. Surtout dans mon cas. Donc voilà, c'est un peu comme de la pâtisserie si vous voulez. C'est que dès que vous faites quelque chose, ça influe sur tout le reste. Et là, c'est la même chose. S'il y a une méthode, c'est pas pour le plaisir. Je suis pas adepte des process, même si je trouve que c'est assez intéressant. Mais au-delà d'une certaine limite, s'il y a une méthode, ça facilite les choses. Moi, ça fait plus de 20 ans que je construis des formations. J'ai appris il y a plus de 20 ans à le faire. La méthode, c'est toujours la même. La seule chose, c'est qu'on a mangé un certain nombre d'étapes par confort ou par méconnaissance et tout simplement parce que les formateurs sont souvent des experts qui n'ont pas été formés à la pédagogie et à l'andragogie. Mais là, c'est la même chose en fait. Une histoire, elle s'improvise pas. Elle ne s'improvise pas parce qu'on risque de tomber dans un piège très simple, c'est que l'histoire soit plus importante que les apports.
Et si on tombe dans ce piège, en fait, les gens vont dire ah c'était génial, il y a une super histoire. Et t'es capable de faire quoi maintenant? Oh, bon, je sais pas, mais en tout cas l'histoire je la connais. Bah oui, bah là c'est loupé. Donc non, il faut un juste milieu. Ou à l'inverse, on a une histoire qui fait flop. Donc il y a une vraie méthodologie. Encore une fois, nous on a regroupé de l'existant et le livre donne des sources d'ouvrages pour aller plus loin pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Mais il y a vraiment ça et la méthodologie elle est décrite. On peut servir de l'IA, bien entendu, à un moment donné. Toutefois, et ça, je pense qu'on est vraiment tous d'accord, pas au démarrage de l'histoire, sinon l'IA sait pas faire d'émotions, donc ça va être absolument juste nul. Mais par contre, ça peut aider dans le découpage par scène ou ce genre de choses, une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut. C'est toujours pareil, si on sait pas ce qu'on veut, c'est comme un voyage. Si je sais pas où je vais et que je commence à marcher, que je sais pas où je dois arriver, certes, je vais découvrir sûrement plein de trucs, mais ça va être beaucoup plus long que tout le reste, quoi, et je peux me perdre en plus. Alors, tu parlais d'impact tout à l'heure lorsque je t'ai posé la dernière question. Comment tu le mesures, l'impact du storytelling sur les apprenants? Est-ce que ça se mesure d'abord? Alors, l'impact de la formation, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ouais. Ah ouais, c'est un vrai sujet. Alors, c'est aussi un peu notre dada et on partage beaucoup de choses aussi. Enfin, pour moi, le vrai ponte là-dessus, c'est Jonathan Potier également. Oui. On a été formé à Kirkpatrick aussi parce que c'est la vraie question de comment on mesure les choses et quel est l'intérêt du storytelling derrière. Donc, c'est simple, on va faire notre mesure d'impact. On va reprendre les 4 niveaux. Alors, c'est la démarche de Kirkpatrick, mais on va reprendre vraiment les 4 niveaux déjà dans la satisfaction des stagiaires, certes, parce que, en fait, on peut avoir un truc génial, mais si, il est pas connu, donc pas vendu, ou bien si on trouve que c'est génial, mais les stagiaires ne continuent pas la formation, que ce soit en présentiel ou en e-learning, on peut être absent même en présentiel, en étant présent, il y a aucun intérêt, en fait. Donc, on va déjà mesurer ça. Et ensuite, il y a quand même la confiance et la projection qui, pour nous, sont des choses extrêmement importantes parce que je peux avoir appris quelque chose et ne pas me sentir capable de le mettre en œuvre. Donc, c'est en quoi le storytelling peut aider. Donc, on va mesurer effectivement avec des critères, on espère assez objectifs, sur ce que ça va donner. Alors, toutefois, jusqu'au niveau 4, qui est le niveau vraiment de la mesure de la compétence et de l'impact. Toutefois, nous, notre métier, c'est de travailler pour les autres qui vont animer et ensuite mettre en œuvre ces formations. On les conseille, on préconise des choses, on produit, on accompagne, on forme certes, mais on n'est pas là après en fait. On a des retours des commanditaires qui nous disent les choses, mais il est vrai que c'est souvent « Ah oui, ça marche super bien, tout le monde est ravi, etc. » Donc le cas de l'IDEC que j'ai cité ou le cas qui est dans le livre sur Marion, sur la gestion du sommeil, etc. Ça, on le sait parce que c'est des clients partenaires avec qui on est assez proche, avec qui on travaille depuis 3 ans. Déjà, donc ils vont vraiment nous faire un retour en nous disant « En fait, non, ils seraient arrêtés, ça n'aurait pas fonctionné. Là, ils vont jusqu'au bout et quand on leur demande pourquoi, c'est l'histoire qui ressort. Certes, les apports, etc. Mais en fait, faire notre métier, c'est-à-dire permettre l'acquisition juste de compétences, c'est la base en fait. Un chef, il doit savoir faire une sauce. Une béchamel, il doit savoir la faire. Voilà, c'est la base, d'accord ? Donc, tout ce qui va augmenter les choses et permettre d'aller plus loin, c'est ce qui va aussi marquer un avantage différenciateur et qui va permettre aussi aux stagiaires de faire un waouh parce que pourquoi les MOOC ça marche ou ça marche pas, c'est que beaucoup il y a pas d'histoire en fait. On pose du contenu, on accompagne le contenu par des experts de renom et fort heureusement parce que c'est eux qui vont fixer l'attention et l'émotion. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'histoire, on sait très bien qu'on délaye et qu'au bout d'un moment on n'y va plus en fait. C'est vrai. Alors on arrive à la toute dernière question de ce podcast, on est presque à la fin. J'avais envie de te poser une question sur les défis et les opportunités du storytelling en formation, bien sûr, à l'ère du numérique. C'est quoi ces défis ou ces opportunités ? L'opportunité, déjà, c'est que ça n'existe pas beaucoup. C'est vrai. Donc, moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi on n'utilise pas ce qui fonctionne partout pour permettre justement que l'apprentissage soit quelque chose de sympa, de fun et qu'on a envie d'y retourner. Donc, il n'y a pas que ça. On se sert de ce que l'on voit dans les réseaux sociaux. Il y a une grosse partie esthétisme aussi dans le storytelling ou production. Une fois qu'on a tout ça, très bien, mais il faut produire. Écrire une histoire, c'est une chose, il faut la produire. Donc, on va mettre du son, on peut mettre des images, quel que soit le type d'image. On peut, là aussi, il peut y avoir de l'IA, mais on peut faire de la vidéo, on peut faire tout ça. Et c'est très inexploité. Parce que on est encore sur un modèle assez ancien de la formation, même s'il y a des grands changements depuis ces dernières années poussés par la réforme de la formation et la crise sanitaire. Toutefois, en France, c'est très récent de mettre de l'affect, donc de l'émotion, dans l'enseignement et de la formation. Donc, on est encore assez loin. Et puis, ça prend du temps, donc ça coûte cher, plus cher que le reste, même si l'impact est supérieur, on le sait, mais on n'est pas encore sur ce type de ratio. On est encore sur le ratio de la réalisation et pas de l'impact. J'ai fait, je suis payé. Pas est-ce que ça a un impact ou pas. Oui, c'est vrai. Donc, de ce fait-là, il y a encore une marge de progression qui est
énorme, qui est vraiment énorme et qui arrivera en formation en fait. Et on le voit déjà que ceux qui ouvrent d'autres pans ou quoi que ce soit sont aussi dans le storytelling. Même à Lucie, on lui dit, à ton avis, le storytelling, faut en mettre ou pas dans la formation? Elle va dire, les 3/4 du temps, oui, ça s'étudie, mais oui. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour les générations, je vais pas dire l'inverse. Une génération Z, vous la mettez devant un écran, vous lui parlez, mais même en présentiel maintenant, et vous lui dites, croyez-moi, je suis expert et croyez-moi, ça va bien se passer. Elle va dire, mais j'en ai rien à faire, je m'ennuie, je m'en vais. Ils reviendront pas. Donc voilà, il y a plein d'histoires sur les réseaux. Il y a plein d'histoires. En fait, il y a de l'émotion en permanence, donc il leur faut leur dose. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment ça. Et puis au-delà, tout est possible dans les histoires. On crée ce que l'on veut. Donc ça, c'est génial. On écrit ce que l'on veut. L'imaginaire n'a pas de limite. Mais l'imaginaire, même dans le réel, vous voyez, bien sûr. Enfin, tu vois, ça n'a pas de limite. Donc c'est vraiment ça. C'est assez intéressant parce qu'on en fait ce qu'on veut et ça permet justement d'expliquer des choses qu'on ne pourrait pas expliquer par les apports théoriques purs. On va pouvoir l'expliquer différemment parce qu'on va faire intervenir des personnages, des environnements, parce qu'on n'a pas parlé. Il y a aussi un adversaire. Il y a forcément un adversaire dans une histoire, qui peut être le personnage lui-même, qui peut être l'environnement, mais qui peut être un autre personnage ou une situation. Donc tout ça va permettre de faciliter la compréhension. Et si j'ai une attention mobilisée, si je comprends, donc j'apprends. Et si j'apprends et qu'on met tout ça en place avec de l'émotion, je mémorise. Génial. Alors nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Je voulais remercier nos auditeurs de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode et puis te dire un grand merci Laetitia pour ce vrai moment de partage autour du storytelling. Tu as apporté vraiment beaucoup d'informations. Merci Gérard. Merci pour l'invitation et ce moment. Et je rappelle donc ton livre pour vraiment en savoir plus sur la formation parce qu'il y a encore beaucoup de choses à connaître. Le titre, c'est le storytelling pour la formation et il est disponible aux éditions Click. Vraiment un très grand merci Laetitia. Merci à toi, merci beaucoup et à l'équipe. Merci. C'est un très chouette moment. Merci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.